Bonjour, vous avez certainement croisé ces figures d'anges dessinées à la craie sur les murs de Paris. Ce sont celles de Jean-Charles de Castelbajac. Bonjour Jean-Charles de Castelbajac. Ces créatures célestes, les manifestes poétiques, enfantins, régressifs, ce sont ceux qui animent votre mode d'un créateur qui a besoin avant tout de s'exprimer. Vous allez rester avec nous pendant 52 minutes pour un atelier de la mode qui vous est spécialement consacré. Formidable. Avant ça, on retourne justement sur le terrain de votre enfance, les terrains de votre enfance, d'un pays à l'autre. Et on va voir un peu comment vous avez démarré. Très curieux. Oui, on va regarder ça. C'est un portrait du grand Jean-Charles de Castelbajac. Le grand Jean-Charles. My friend. Monseigneur. Il aime beaucoup tout ce qui est tours et châteaux forts. Il a gardé une âme d'enfant, donc il aime bien tout ce qui est un petit peu... vous voyez ces tours crénelées derrière. Pour lui, ça a une grande importance. Ça lui rappelle un peu son enfance et son petit château fort qu'il avait, je crois. Donc je pense qu'il a grandi et le jouet a grandi. Jean-Charles de Castelbajac a acquis le jouet de ses rêves de gamin à l'âge adulte. Un château dans le sud-ouest. C'est son fils Guilhem qui nous ouvre les portes de la demeure. Ici, c'est un petit peu l'histoire de son père. Dans la cuisine, une photo de lui enfant. Il est né à Casablanca en 1949, dans une famille de vieille noblesse. La situation tendue au Maroc oblige ses parents à l'envoyer en France chez sa grand-mère Blanche, qu'il adore. À 5 ans, il est placé dans une pension religieuse, isolé dans la campagne. Il a été pensionnaire longtemps, c'est quelque chose dont il souffrait. C'est un endroit qu'il a plutôt envie d'oublier. C'est quelqu'un qui n'a jamais été dans la plainte, vous voyez, donc même à son âge, donc il n'en parlait pas. Jean-Charles de Castelbajac est adolescent lorsque son père meurt. Pendant les vacances, il retrouve sa mère dans sa maison de campagne, près de Limoges. Jean-Charles, c'est un enfant très sensible, assez timide. Pour essayer d'aller un peu contre cette nature, il a développé un esprit chevaleresque. Ça pouvait être des épreuves d'enfant, hein. Ça pouvait être se promener sur un chemin la nuit à la campagne, ça pouvait aller visiter un cimetière pour voir des feux follets, ça pouvait être des choses comme ça. Un esprit chevaleresque habité par le Moyen-Âge. Il est comblé en apprenant qu'en 1485, un Castelbajac s'est marié dans le château qu'il vient d'acheter. Je trouve qu'il y a quelque chose de beau quand il me dit, ma famille remonte aux croisades, etc. Il a une telle façon de le raconter qu'on devient... on est embarqué sur son bateau, quoi. On est embarqué, voilà. À 4 heures du matin, on était allongés sur mon parquet tous les deux, avec un verre devant nous, et il me racontait la bataille d'Azincourt. Il était dans la bataille, là. Moi aussi, hein. Je regardais, il me parlait des Anglais, les Français... Il me racontait comment toute l'aristocratie française s'était fait rétamer. Et il vivait le truc, quoi. Enfant, il aimait apprendre, mais pas à la pension. Il travaillait pas très bien, ça l'intéressait pas. Sauf peut-être en français ou en histoire. Et une fois, il a fait une fugue. Je crois même qu'il en a fait plusieurs, mais la dernière a été définitive. C'est-à-dire que, à sa dernière fugue, sa mère a dit, bon, ce sont d'autres choses qui l'intéressent, donc ces autres choses, il va les faire. À 18 ans, il monte à Paris. On est en 1968. Sa soif de liberté est exacerbée par les contraintes passées et la rumeur contestataire de la rue. Chose très importante dans la vie de mon père, ses disques. Il aime le rock, s'habille en jean et en blouson en cuir. C'est très compliqué d'imaginer un mec en Harley Davidson qui écoute Led Zeppelin et qui conduit à fond dans les rues de Paris, mais qui à la fois est un passionné d'histoire, passionné de bataille et passionné de son histoire de famille. Je veux dire, c'est deux choses qui, peut-être, on ne peut pas imaginer ensemble, mais lui a marié dès le début. Je crois qu'on l'a enfermé dans cette image, comme ça, aristo, de bon ton. Et alors, en plus, il est catho, en plus, alors que je crois que c'est quelqu'un qui est bien plus fantaisiste que ça, qui est très fantaisiste.
Son château est à son image, déjanté, complètement déjanté. Collection de drapeaux mélangés à une sorte de chapelle fluorescente dans toutes les couleurs. Enfin, un truc tout incroyable. J'aime bien cette folie, moi, j'aime bien. Il fait des mélanges que personne n'avait osé avant, on va dire. Il a très tôt ce goût, des mélanges inattendus, cette fantaisie, des atouts pour devenir styliste. Il commence à travailler dans l'entreprise de prêt-à-porter de sa mère, Co & Co. Le tissu de sa première veste est celui d'une couverture de pension. Moi, j'ai vu tout de suite le Moyen-Âge. C'était toutes ces choses dans des couleurs un petit peu beige, marron, etc. Ce côté un peu bure, austère un peu. Droit. C'est un seigneur et qui vit au XXIe siècle à la pointe de la création, quoi. C'est-à-dire qu'il est entre le... C'est comme s'il avait une lourde épée à la ceinture et qu'il était habillé en cotte de maille. Et qu'en même temps, là devant nous, il a posé et il faisait de la mode parce que ça le passionne aussi, quoi. Voilà, Jean-Charles de Castelbajac, retour au seigneur du XXIe siècle qui est à la pointe de la création. C'est très touchant, parce que toutes les personnes que j'ai vues intervenir, ça montre la diversité, l'éclectisme de mes passions et l'aspect fusionnel de mes sentiments. Alors si on revient à l'enfance, oui. Il y a une figure qui disparaît très vite, c'est celle de votre père. Oui, bien sûr. Quel souvenir vous en gardez? Je garde un souvenir très fort et émotionnel. J'étais très en quête d'histoire, de demande, mais je suis très, très vite parti en pension, puisque mon père m'a mis dans la pension où il avait été. Et je garde un souvenir frappant de lettres qu'on s'écrivait. Et je lui demandais toujours de venir me voir. Et un jour, je reçois par retour une lettre. Et il me dit, je vais venir te voir. Et j'avais dit à tous mes compagnons de route, de pension, que mon père avait une Jaguar rouge type E. Hein. En fait, c'est pas vrai du tout. À l'époque, mon père avait une 4 chevaux qu'il conduisait avec des gants Hermès un peu élimés. Enfin, il avait eu, comme ça arrive à tout un chacun, ou j'espère pas, des revers de fortune. Et donc, je lui dis, écoutez, papa, je préférais que vous ne veniez pas. Avec votre voiture. Et il vient le dimanche suivant, et j'entends, je m'étais caché au fond du dortoir, tous mes copains regardaient et tout, attendaient la Jaguar, et on entend un grand vombrissement, et mes copains me disent, Castel, menteur, elle n'est pas rouge, elle est verte. Et mon père avait trouvé une Jaguar type verte, il ne m'a pas touché un mot de mon mensonge, mais j'avais eu la plus grande leçon de ma vie. Donc mon père, c'est ça. C'est du panache, c'est de l'humilité et c'est du manque. C'est énormément, c'est un manque immense. Après 11 ans de pension, j'avais beaucoup souffert et j'ai fait état de ressentiment aussi à l'égard de mes parents et tout. Et je pense que ça m'a construit, que ça a construit mon imaginaire, premièrement, parce que j'ai lu. Votre révolte que ça a construit ma révolte, que ça a construit mes fondations et que... C'est de là que j'ai puisé cet esprit de conquête. Et alors, quand vous quittez, donc, à l'issue d'une énième fugue, le pensionnat, et que vous retrouvez... Non, mais je voudrais quand même, là, faire une aparté. J'ai quitté... Ma première fugue a eu lieu à l'âge de 8 ans, parce que à Minière-en-Bray, il y avait une fête annuelle, et on voulait m'habiller en Madame Butterfly. Alors que la classe d'à côté, on les habillait en mousquetaires. Ah oui. Et moi, je me disais qu'à l'idée que mon père me voit habillé en femme chinoise, c'était inacceptable. Donc j'ai volé la bicyclette du concierge et j'ai été retrouvé par les gendarmes 2 jours après dans un fossé. Comme un vrai mousquetaire. Comme un vrai mousquetaire. Et mon père m'a félicité d'ailleurs. Vous voyez, donc vous quittez le pensionnat et vous vous retrouvez avec une maman qui est dans quel état ? Elle a un peu d'argent, qu'est-ce qu'elle fait ? Je quitte le pensionnat. Alors, chronologiquement, c'est pas tout à fait ça. Ma mère, déjà, quitte le Maroc. Mes parents se séparent. Mon père veut rester en Afrique du Nord. Donc, ma mère doit s'inventer un métier. Elle vient d'une famille où on ne travaille pas non plus, parce que son père avait une entreprise de construction, ne l'avait pas... C'est ma grand-mère et ma maman. Et votre maman ne l'avait pas habituée à travailler, mais elle a un bon coup de crayon et elle rentre comme modéliste à Paris, chez Echo, le signe de Paris.
et elle apporte les couleurs qu'elle avait vues au Maroc. Donc elle commence ce métier. Ensuite, elle rentre dans une entreprise à Limoges, entreprise qui lui fait confiance, et elle reprend cette entreprise, et elle devient une des premières femmes chefs d'entreprise à Limoges, avec 80 personnes. Elle faisait une mode d'ailleurs assez jolie, assez construite, un peu rétro-futuriste. Donc je sors, parce que pas de BEPC, ma cousine le dit, incapable d'apprendre autre chose que de l'histoire de France. Et ma mère me dit, il faut te mettre à dessiner. Alors j'étais à l'origine quand même dyslexique et gaucher contrarié, et donc je commence à dessiner. Et votre vie de créateur, elle commence véritablement quand ? Je crois qu'en 67, vous présentez un premier travail au Salon du Prêt-à-Porter. Alors, en 67, ma mère me dit Jean-Charles, je te donne ta chance. Elle a pris un risque énorme. Et elle me donne à faire toute sa collection. Alors, bien sûr, j'ai découpé 300 tissus. Je ne savais pas ce que c'était qu'une forme. C'était l'orée du pop. Hein. On était à la clairière du pop. Des gens comme Guy Pellert commençaient à envahir avec ses graphismes élastiques toute la scène. Il y avait des bribes comme ça qui m'arrivaient dans cette douce ville de Limoges, qui est quand même une ville bercée par la tradition et l'austérité. Donc vous aviez faim de ça ? J'avais faim de rock'n'roll. D'être à Paris, d'être à Londres. Mais non, mais j'avais faim d'exprimer tout ce qu'il y avait en moi, tout ce que j'avais à dire. Donc j'ai fait cette collection. On avait très peu de moyens. D'ailleurs, on a eu un stand qui devait faire la moitié de ce plateau, quand même un grand stand. On a rempli des sacs de pommes de terre de morceaux de tissu. Et on est parti à Paris, ma mère et moi. Et elle avait déjà une bonne clientèle traditionnelle. Mais avec cette collection-là, elle allait renoncer à cette clientèle. On a donc suspendu ses vêtements tout autour, et c'est devenu une émeute. Mais une émeute apocalyptique, à tel point que les gens qui avaient des stands autour ont déposé des plaintes en disant qu'on avait payé des gens pour venir sur le stand et tout. Donc on a dû fermer. Et c'est là où vraiment ça s'est déclenché. Après Qu'est-ce que vous réalisez là, à ce moment-là ? Ben, je ne réalise pas grand-chose, en fait. En fait, j'ai toujours tout trouvé relativement normal, pour vous dire la vérité. Je me suis dit, enfin, je vais avoir un terrain de jeu, un endroit où parler, m'exprimer. Enfin, vous sentez bien que ça rencontre quand même Maïner une Dedin attente. vient sur mon stand avec Denise Fayal. Elle dit, jeune homme, vous avez beaucoup de talent. Simplement, il y a peut-être trop de matière. Il y avait effectivement 300 tissus. On a eu beaucoup de mal à livrer. Et il faut construire vos collections par famille. Le manteau, c'est le papa, le tailleur, c'est la maman, et ensuite, c'est la famille. Bon, ça a commencé à se construire. Et là, je vois arriver un homme qui s'appelle Ziga Pianco. Hein. Moi, je croyais qu'il s'appelait Pierre Dalby, donc je me dis, c'est un monsieur d'une vieille famille française et tout, donc je peux lui faire confiance. Et en fait, il s'appelle Ziga Pianco, il est juif polonais, c'est un homme merveilleux. Et je rentre chez Pierre Dalby, où je vais rencontrer Agnès B., où je vais rencontrer Jacques Delahaye, qui est un couturier merveilleux et trop méconnu aujourd'hui, où je vais croiser Anne-Marie Beretta, Daniel Echter, Jean-Pierre Bamberger, Jean-François Bizot, qui crée Actuel, qui est à l'étage supérieur, Robert Crumb, qui fait ses dessins déjantés, et ma vie de créateur commence, quoi. Donc on va voir tout de suite un petit peu quelle est la grammaire Castelbajac qui se met en place à ce moment-là. On regarde de quoi elle est faite tout de suite. Il était à la pointe de son époque, dans les années 70, il était à la pointe de la création. Je pense qu'il a beaucoup inspiré les gens. En fait. Quand il a fait ça avec les serpillères, toutes ces collections, tout ça un peu bizarre, où les gens ne l'attendaient vraiment pas, je pense qu'il a dû, à l'époque, foutre le bordel. Sidney Picasso, la belle-fille du peintre, retrouve avec le créateur de mode la fantaisie des surréalistes. Il avait fait par exemple, les pâtes. Il a dû passer beaucoup de temps en Italie, donc la collection était entièrement composée de raviolis, de tortellini. C'est vraiment formidable de mettre un truc comme ça, parce que vous en mêlez dans les... Vous voyez, c'est vraiment... C'est incroyable comme chose. En Italie, cette audace avait séduit Oliviero Toscani, le provocateur photographe des publicités Benetton. Il a amené certains matériaux, nouveaux matériels dans la mode,
qui personne n'aurait imaginé, aurait pu utiliser. Par exemple Mais les plastiques, les transparences, certains matériels qui, si on les regarde sur une valise, ça va, mais on ne pensait jamais qu'on pouvait les mettre dans un vêtement. Et personne d'autre n'avait pensé à la bande Velpeau pour une robe. C'est complètement élastique. C'est vraiment quelque chose de totalement étonnant. Il arrive avec des choses qui étaient hallucinantes. Il a dit que je veux travailler avec. Et une fois, il est arrivé dans le bureau avec des balles de tennis. Donc, on était obligé de trouver la matière. Et donc, après, il a fait une robe. Ça fait rire les gens parce qu'ils voient que vous êtes habillé en gants. Alors, c'est drôle, non? C'est bien. Ouais. C'est vrai qu'il n'a jamais fait des formes très près du corps. Enfin, il a... En tout cas, c'est arrivé par la suite après, mais quand même, en général, il a plutôt caché le corps et montré le vêtement. C'est pas très sexy, mais c'est un vêtement couvrant. C'est-à-dire, c'est pas un vêtement pour aller danser et pour plaire. Non, Il va chercher ailleurs les matières naturelles les plus anciennes. Ça, par exemple, c'est un tissu autrichien qu'il a totalement ressuscité, qui est une espèce de laine bouillie. Et quand on met le vêtement, c'est comme une armure. On est vraiment, on dirait une chose du Moyen-Âge. Je pense qu'il a eu beaucoup de succès aussi parce qu'il y a beaucoup de femmes qui avaient envie de se planquer aussi, qui aimaient justement se donner l'image de quelque chose de fort, mais ne pas montrer leur corps. La beauté d'une femme, c'est surtout la personnalité. Alors la femme Barbie, il croit pas ça, il a un grand respect à la femme pour ça, je trouve, parce que c'est un peu des reines, ces femmes. C'est la personnalité de la femme qui doit sortir, c'est le charisme. Ça fait partie d'un thème qu'il avait développé un peu écologique. Et ça, c'est un vêtement qui sent d'ailleurs le chanvre. Et c'est très beau, comme ça, c'est très simple. C'est la matière pauvre qui devient noble comme ça. C'est jamais des couleurs mélangées, c'est toujours des couleurs primaires, hein, bien précises. Le rouge, le vert, le bleu, le jaune. En 1997, Jean-Charles de Castelbajac habille le pape, les évêques et les prêtres pour les Journées mondiales de la jeunesse. C'était la chasuble des évêques qui était multicolore. La chasuble des 50 000 prêtres était d'une couleur et celle du pape avait plein de croix de toutes ces couleurs différentes. J'adore, il met des croix sur ses vêtements souvent, quoi. C'est beau d'être un créateur complètement dans son époque et en même temps d'avant-garde par moment, toujours à la pointe, et de mettre des croix. Une croix, c'est un vêtement qui aurait été fait en 1280, quoi. C'est ça qui me plaît, quoi. C'est ça qui me plaît chez Jean-Charles, quoi. En 2000, il lance le défi de la haute couture. La femme se dévoile. Dans ses dernières collections, les couleurs changent, se mélangent. Oui, je trouve qu'il y a beaucoup plus de féminité et de douceur et de tendresse dans ces vêtements depuis quelques années. Jean-Charles de Castelbajac est aussi directeur artistique de l'école S-Mode. Il incite les jeunes stylistes à surprendre, dérouter, bousculer. À mon regard, s'il vous plaît. Et c'est vous, la créatrice. Vous pouvez les mettre en place, s'il vous plaît, Tournez-vous, toutes les trois. Waouh! Franchement, tournez-vous encore. Moi, il y a deux choses qui me plaisent beaucoup. C'est cette robe-là, cette petite robe empire, hein, et le trench. C'est ça, j'aime bien ce côté étrange. Venez me voir. Ce côté étrange et un peu... presque... je sais pas. Et là, deux petites pattes, comme dans les trenchs. Il vous faut des accidents, hein. Je vous avais raconté l'histoire du Lord avec son costume en tweed, n'est-ce pas? Et qu'il y avait des gants Mappa orange. Il vous faut le gant Mappa orange. Ok. Soignez les détails, c'est pas encore... Dieu est dans les détails, c'est Miss Van der Rohe. Je veux les détails, je veux le bon bouton. Je veux vraiment une ponctuation qui me raconte qui vous êtes. Et je veux que vous inversiez les codes génétiques entre les vêtements. Il est toujours resté fidèle à son style. Et en fait, on s'en rend compte parce que ça fait 30 ans qu'il travaille.
Et il est toujours là. 30 ans qu'il travaille et il est toujours là. Il est plus que jamais là avec nous. Alors le style Castelbajac, ça commence par des matières humbles. Je crois que le premier vêtement emblématique, en fait, c'est en couverture de pensionnaire qu'on a vu, parce que c'est la première manifestation d'une griffe, puisque je réutilise mon nom, Jean-Charles de Castelbajac, dans l'étiquette de pensionnaire que je mets au dos de la veste. Ensuite, c'est ça. Et c'est une veste qui ensuite, je revois à New York, portée par John Lennon, donc c'est une veste qui m'a plutôt porté chance et qui m'a montré le chemin. C'est l'envie aussi d'utiliser des matières humbles. Je pars comme un conquérant chevaleresque avec l'idée de protéger les femmes. Ça, c'est la première époque de ma vie. Donc, c'est des enveloppements, c'est des non-couleurs, c'est la terre, c'est le végétal, c'est la mémoire d'un certain code génétique de l'histoire du vêtement français. Elle vient des uniformes, définitivement, qui ont marqué ma jeunesse. Et là, je mets à l'intérieur tout mon imaginaire. Alors ça devient des vêtements de place. Ça devient les vêtements de place, on va dire précisément ce que c'est. Alors c'est mon premier flash à New York de voir deux amoureux sur la 5e avenue enlacés sous la pluie, et je décide de faire un poncho avec deux têtes. C'est ça. Qui est devenu un classique ensuite chez Kawaii, surtout en cadeau de mariage d'ailleurs. Il y a même eu une version avec un zip pour les divorces. Mais bon. Là, par exemple, si on regarde ça. Alors ça, c'est un vêtement un peu plus tardif, qui est début 80, qui est un manteau carte postale que j'ai confié à différents artistes. Ça, c'est François-Marie Bagné qui a choisi l'image de Rimbaud. Il y a eu Kissaring, il y a eu Sinclair-Semin. Et j'ai toujours adoré, dans mon enfance, les tourniquets de carte postale. Donc, en fait, ma source d'inspiration, elle est assez étrange. Ça peut être un camion kaki sur une piste d'atterrissage militaire avec un avion argent avec un nez noir. C'est que des accidents qui ont été compatibles à mon regard et qui se... Voilà, et je continue à provoquer des accidents. On a l'impression que dans toutes ces sources d'inspiration militaire, le camouflage, la capote militaire, etc., vous avez quand même cherché à arrondir les angles. Là où il y avait la dureté, vous avez induit de la poésie. Bien sûr. Et je donnais les armes des hommes aux femmes. C'est ça. Donc c'était ça le propos. Par contre, je pense que mes vêtements étaient sexy d'une autre manière. Ils avaient une poésie sexy. Ils racontaient des histoires. Ils étaient évocateurs. On pouvait, pourquoi pas... Ces allusions militaires qu'on voit ici, qui sont quand même là très très claires, elles proviennent aussi de votre famille? De l'histoire de ma famille, oui. Le pape, c'est arrivé comment? La rencontre avec le pape, la demande qui vous est faite? La demande m'est faite par Monseigneur Lustiger. Au cours d'un dîner, je ne comprenais pas vraiment ma présence là, puisque j'étais entouré des plus grands industriels français. Et Monseigneur Lustiger me dit, pour CJMJ, Jean-Charles, j'aimerais que vous soyez le créateur des chasubles et que vous nous donniez des conseils artistiques. Et j'ai dit oui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans votre tête? Quand on entend ça, ça résonne avec quoi? Vous avec savez, les prêtres du pensionnat avec, ce qui résonne, c'est la devise de ma famille, qui est « Le lys fleurit sur la croix ». Donc je me dis que d'avoir l'opportunité de mettre mon don et mon talent au service de ma foi, j'y vais. C'est extraordinaire. Donc c'est effectivement quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et je n'ai qu'une idée, parce que je n'ai qu'une idée, elles viennent en général la nuit, je me réveille avec l'arc-en-ciel dans la tête, je vais voir Monseigneur Lustiger, et je lui dis, écoutez Monseigneur, l'arc-en-ciel, c'est l'arche d'alliance, c'est la paix entre Dieu et les hommes, c'est de circonstance, je n'ai pas d'autre idée. Alors, je veux développer 1000 chasubles avec une bande rouge, 1000 chasubles avec une bande jaune, une bande orange. Et alors, moi, j'avais peur, à un certain moment, que les évêques ne les portent pas. Et puis, en fait, les évêques américains ont adoré ça, et ils ont commencé, tous les évêques européens ont continué. Et alors, la présence des anges dans tout votre imaginaire et votre imagerie, ça vient de ma grand-mère. Ma grand-mère Blanche me disait, je ne sais pas si tu dois croire au Père Noël, mais en tout cas, tu as un ange gardien. Et traite-le bien. Voilà, et traite-le bien. Donc il reste avec toi. Donc c'est ça. Et je dois dire que j'ai eu dans ma vie, comme ça, beaucoup de chance. J'ai eu une jolie étoile au-dessus de moi et sans aucun doute quelqu'un de bienveillant.
Mais est-ce qu'on ne vous a pas taxé un petit peu d'angélisme, de naïveté on m'a taxé déjà dans les années 70 de radicaliste, puisque j'arrivais avec ce mouvement quand même extrêmement brut, radical, qui a fait mon succès au milieu d'une époque très très romantique. Mais comme j'ai toujours été vers mon risque, qu'importe la vie des autres. Mais le contrepoint, quand même, qu'a un peu effleuré aussi votre fils en montrant vos disques vinyles, c'est quand même le rock. Bien sûr. Les Sex Pistols. Bien sûr. Malcolm c'est McLaren. Mon ami avec Malcolm McLaren, mon amitié avec Malcolm McLaren. C'est mon amitié avec Olivero de Toscani. Ce que ne dit pas Olivero, c'est qu'on était super rock'n'roll et que lorsque j'ai trouvé le nom d'une marque de jeans et que je l'ai appelé Jésus, cette marque de jeans en 69, on a eu beaucoup de problèmes avec le Vatican. On imagine. Et que lorsque Olivero a shooté les images qui disaient Jésus, le jean qui vous va, suivez-le, on a eu de gros problèmes au Vatican. On va regarder un petit peu quand même comment la rue était prête à toutes les contestations, surtout celle de Londres, avec des moments punk. Depuis 20 ans qu'il transforme le monde, le bon vieux rock'n'roll s'essouffle. Alors, c'est le grand nettoyage punk. Musicalement, il massacre les classiques du rock, mais le mouvement dépasse largement le cadre musical pour s'attaquer à l'establishment. Johnny Rotten déclare alors « Nous ne nous sentons pas disposés à chanter des chansons d'amour au milieu des queues qui se forment devant les caisses de chômage. » Si on vous dit aujourd'hui que vous êtes la Vivienne Westwood français? Je suis très surpris parce que je trouve qu'on ne se ressemble pas au sens physique, en tout cas. Moi non plus, rassurez-vous. Non. Mais vous produisez aussi une mode à message, une mode de contestation. Mon amitié avec Vivienne Westwood et Malcolm McLaren, elle est née que je me sentais très seul lorsqu'en 70 je faisais des vêtements en serpillière et que j'avais une attitude politique. Je suis allé sur King's Road et je vois un magasin avec des t-shirts où il y avait des os de poulet qui reconstituaient le mot rock et le mot sexe. Je dis, ces gens-là sont de la même famille que moi, ils peuvent raconter... Non, on vous voit avec lui, d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est un arrêt d'autoroute un soir tardivement. Je ne sais pas comment vous avez eu cette photo. Oui, c'était un duel à la pompe à essence avec Malcolm McLaren. Il y a une facette qui est un peu plus commerciale, et c'est le cinéma, où vous habillez notamment Farah Fawcett dans 32 épisodes. Alors, et Annie Hall de alors, c'est plutôt la télévision, en fait. Ouais. Je dis souvent que je trouve... Enfin, Woody Allen, c'est le cinéma aussi. Je dis souvent que je trouve Christian Lacroix, par exemple, très sublimé dans l'opéra, que Jean-Paul, le cinéma, lui va bien. Moi, je suis très télé. Et en fait, c'est la télé qui est venue me... Là, c'est le cinéma avec Woody Absolument, mais c'est venu juste après. Et ce qui m'a vraiment amusé, c'est ces drôles de dames avec Farah Fawcett, parce qu'on me demandait d'habiller une femme sublime, certes, mais de lui donner les caractéristiques d'une femme moderne américaine, sexy et sport. Donc j'ai juste diminué toute sa garde-robe en XXS, et j'ai fait ces vêtements de sport emblématiques qui étaient ces micro-t-shirts, ces micro-sweatshirts, ces micro-shorts. Parce que quand on entend tout à l'heure Sidney Picasso dire ou quelqu'un d'autre d'ailleurs dire que la Barbie, c'est pas votre truc, que vous êtes dans l'enveloppement, que vous êtes dans le corps caché. Mais pour dire la vérité... Sur Farah Fawcett, on est précisément à l'encontre de ça. Absolument, alors que c'est complètement contemporain. On ne peut pas porter de tel jugement sur mon travail. J'ai même parfois du mal à... Mais parce que ça, c'est une mission précise. Lorsque je fais, par exemple, des combinaisons sexy en cuir pour ces chapeaux melons et bottes de cuir, c'est quelque chose d'extrêmement sexy et pointu. Lorsque j'habille Dany à l'Alcazar dès le début de 69, c'est des robes en cuir rouge. Elle me disait d'ailleurs encore récemment qu'elle l'avait gardé. Non, je crois qu'on ne peut pas... Bien sûr qu'il y a le style. Le style, c'est la trace, c'est la manière dont on construit les choses. Mais il y a un film qui fait le lien entre cinéma et enfance et poésie. C'est le film de Godard, Pierrot le Fou. Tout à fait. Qui est là où on est dans un imaginaire délirant et rafraîchissant. Tout à fait, et libre. Et dans une autre image de la féminité de aussi. Respiration, dans l'enfance. Voilà, dans l'enfance, dans la spontanéité, dans le danger. Alors on va regarder ensemble comment cette idée d'enfance parcourt toutes vos créations. C'est l'idée d'enfance qui compte, pas forcément l'enfance. On regarde ça tout de suite. Des vêtements de Jean-Charles de Castelbajac s'animent de dessins. Là, toujours ce côté enfantin, c'est bien. C'est un grand privilège d'être comme ça. Moi, je dois dire, j'ai photographié beaucoup de gens avec beaucoup de talent. Et ça, c'est une chose que j'ai toujours remarquée dans les gens avec beaucoup de talent.
qui restent des enfants. C'est comme si ces robes ou ces vêtements, c'était plus des jouets que des vrais vêtements. Et moi, à un moment, j'avais dit, j'ai besoin d'une robe en forme de fille. Donc il m'avait fait une robe, quand on dessine des robes en forme de fille, quand on est petit, genre comme ça avec la taille et la jupe comme ça. Jean-Charles de Castelbajac a créé des robes jouets, comme celle-ci pour la chanteuse Elie Medeiros. Il a fait dessiner dessus tous mes gris-gris et tous ses gris-gris, parce que quand j'étais enceinte, il voulait faire une sorte d'énorme protection autour de moi et de mon bébé. Une fraîcheur enfantine jusque sur les podiums. Il avait demandé à Lou, une petite fille de 7 ans et demi, de défiler avec ses mannequins. Aujourd'hui, Lou est adolescente, elle se souvient d'un copain de jeu. Il aime beaucoup rire. Et pour un défilé à Marseille, on s'est amusés comme des fous dans la piscine. Il a fait un pistolet à eau, il tirait sur les mannequins. Enfin, c'était vraiment... On s'amusait, quoi, comme des enfants. Dès qu'il a vu Lou, il a tout de suite projeté son imaginaire et sa créativité sur elle, je crois. Comme lui, Lou est un peu à part. À 14 ans, elle se passionne pour le cinéma Nouvelle Vague. Dans sa chambre, une affiche de Pierrot le Fou, de Jean-Luc Godard, un des films auxquels Jean-Charles de Castelbajac fait référence. Pierrot le Fou qui joue avec le feu comme un gosse, dans un univers parfois loufoque. La rencontre a été magique et que dans la tête des enfants, il y a un côté très sombre aussi, très noir, et il y a un côté très magique, un côté très conte de fées. C'est vraiment La Belle et la Bête. Enfant, La Belle et la Bête, le film de Cocteau l'avait marqué. Des images qui reviennent, comme un fantôme sur une de ses robes. Autre trace de l'enfance, toujours présente dans son univers, le petit ours. Il a fait des ours en vinyle noir. Donc un ours, c'est censé être un doudou, un objet quand même très doux pour dormir, un objet de l'enfance. Mais alors en vinyle noir ou en couleur, il y a un côté froid, un côté plus dur, plus... Et ça, c'est très révélateur de sa personnalité, je trouve. C'est très loin d'être naïf. C'est une espèce de... C'est une espèce d'envie de simplicité. Dans un monde et dans un cerveau qui travaille trop, peut-être. Je trouve ça très joli. Ouais. C'est mignon, ça fait partie de lui, quoi. C'est un nounours aussi, hein. C'est un tendre. Il n'y a aucun designer qui a fait des robes avec des nounours, tu vois. Il n'y a pas des trucs comme ça, il n'y a que lui. Il n'y a que lui, il est timbré. Il est bon pour faire des trucs de fou, des trucs qu'on n'attend pas. Des trucs surréalistes qui viennent d'une autre planète, il est le meilleur, un des meilleurs. Voilà. Et je trouve qu'il a un côté assez étrange, même un peu extraterrestre, parce que d'ailleurs c'est une ressemblance qu'il a avec le Petit Prince, qui est très lucide, très lunaire. Jeff jouait le Petit Prince de Saint-Exupéry dans le spectacle mis en scène par Jean-Louis Martinotti. Jean-Charles de Castelbajac avait fait les costumes. J'avais une petite préférence pour le costume du vaniteux, qui était vraiment assez impressionnant, un peu à la Elvis Presley avec le chapeau. Je sais qu'il aime particulièrement le rôle du vaniteux. Je sais pas pourquoi. Il faudrait lui demander. Je l'aime beaucoup. Je l'aime infiniment. Je l'aime autant qu'il s'aime, en fait. C'est pas possible. Ah oui, si. On a presque envie d'être vaniteux, quoi. Je suis un peu... Ça tombe tout à fait dans le monde ludique de Jean-Charles, où il est un petit prince, d'ailleurs. Dessine-moi un mouton, c'est une des plus belles phrases de la langue française. C'est un peu comme si moi, je disais à Jean-Charles, dessine-moi une robe, ou dessine-moi un chapeau. C'est aide-moi à vivre. Dessinez-moi un vêtement qui vous ressemble, avait-il demandé aux élèves de la classe d'Isabelle Courtis, sa cousine, institutrice. Ça a été comme un coup de foudre, vous voyez. Et ils se sont laissés guider par lui. Petit à petit est venue l'idée de faire un défilé. Les deux contraintes, c'était que pour que tout le monde soit à égalité, ça sera avec des matières détournées, pas chères. Et la deuxième chose, un vrai vêtement qu'il puisse porter. Alors les matières, ça a été principalement des serpillères, des torchons, des draps. Il y a eu des rideaux de douche. Il y a eu des éponges.
Il y a des enfants qui ont fait des vestes avec des capuches en papier bulle. C'est très très beau. Je crois que c'est quelqu'un qui donne beaucoup confiance aux autres, voyez. C'est quelqu'un qui découvre et qui révèle toujours chez les autres le meilleur d'eux-mêmes. Voilà, Jean-Charles Castelbajac, il y a du monde dans ce Who's Who de l'enfance. Il y a du Absolument. monde. Il y a même la petite Vanessa Paradis. Vanessa, ça a été, je crois, 3 semaines après que sa chanson Joe le taxi soit sortie. Et elle a toujours ce manteau Snoopy. Alors les Snoopy, il y a qui d'autre? Mais la mode, c'est ça aussi. Ce qui est très joli, c'est la spread sa tour, comme le dit Castiglione, qui était l'ami du Titien. C'est comment, avec la mise en scène que j'ai de mon travail, je peux faire participer autour de moi et révéler d'autres. Parce que sinon, c'est une chose d'ego et tout. C'est vrai que je suis un peu vaniteux, mais j'ai appris quand même à lâcher prise. Alors, Élie Medeiros, qu'on voyait dans le sujet, nous parle d'une robe avec des gris-gris. On a l'impression que tout ça, c'est un peu des gris-gris. Qu'il y a des nounours là, des Pokémon là, des Snoopy ailleurs. C'est pour conjurer quoi? C'est pas du tout ça. C'est juste que notre vie quotidienne aujourd'hui est extrêmement... c'est un peu de douceur dans un monde de brut, c'est ça que vous voulez dire? C'est ça, et c'est pas aussi simple que ça. C'est vrai que ça relève aussi un peu d'une forme d'ésotérisme poétique. C'est-à-dire que mes ours, effectivement, ils racontent à chaque fois une histoire différente. Alors, où ils sont un petit peu fétichistes, où ils sont camouflés, mais chacun peut s'y retrouver. Ce qui m'intéresse dans l'enfance, c'est que j'aime beaucoup aimer la phrase d'Élie Medeiros quand elle dit « c'est un vêtement jouet ». Ce n'est jamais seulement un vêtement. J'aime bien l'idée qu'un manteau soit en couverture et qu'on puisse le mettre sur le lit pour avoir plus chaud. Il y a toujours ce sorte de rebond, ce ricochet intellectuel. Les choses ne sont pas aussi simples qu'elles le paraissent. On entend le message, Jean-Charles Castelbajac. Alors, dans le streetwear, là, on est beaucoup plus dans une mode où il y a moins de messages, plus de fonctionnalités. Ça, c'est un nouveau terrain de jeu. Moi, dans le streetwear, il y a la fonction. Il y a la fonction et il y a une construction géométrique. Donc, dès l'origine du streetwear, je trouve un rebond à quelque chose qui est lié à l'uniforme, qui est lié à plein de choses comme ça. Dans les années 80 aussi, je fais beaucoup de mailles, de tricots, que je coupe à plat, que je recouvre d'icônes, de Félix le chat, de Snoopy, de tous ces personnages. Et j'ai un succès formidable dans les années 90 avec tous les rappeurs, avec LL Cool J, Puff Daddy, Rapper's Delight, Diana Ross commence à porter mes pulls nounours. Et là, récemment, j'ai eu un bonheur, c'est que toute cette nouvelle génération qui s'appelle The Grime, qui vient de Londres, du East End, m'appelle JCDC, et ça c'est très mignon, parce que j'aime bien AC/DC. Et ils portent tous ces pulls XXL avec des icônes qui ne parlent pas toujours que de choses pour sourire. Je crois que derrière un sourire et derrière ce qui peut paraître enfantin, on peut dire des choses très graves. Alors ça m'amène parfaitement à vous parler de quelqu'un qui vous est cher, une icône, des masques. Derrière des sourires, on parle aussi de choses graves. Et la culture urbaine, c'est Basquiat. Tout à fait. Qui synthétise un peu dans ses œuvres une espèce de culture de rue, tribale, qui parle de lui. Bien sûr, qui est fascinant dans ce sens. Racontez-nous votre Basquiat à vous. Jean-Michel, déjà j'ai connu Jean-Michel par Diane Benson, qui importait mes vêtements à New York. Et Diane m'avait présenté précédemment Robert Mapplethorpe, qui est un grand photographe, qui a fait des photos de moi, à qui je donnais à photographier mes pullovers. Et dans cette même mouvance, j'ai rencontré un jour à Soho Jean-Michel. Et il était là, d'ailleurs, assez sublime, avec sa crinière angélique, dans une chemise blanche. Et on a sympathisé, on a parlé jusqu'à l'aube. Jean-Michel, je retrouvais beaucoup de choses de moi en lui, notamment des fondements, c'est-à-dire une sorte de difficulté d'être, que j'ai retrouvé aussi d'une autre manière chez Kissaring. Il y a un côté enraciné, déraciné? Enraciné, déraciné, tout à fait, tout à fait. Enraciné, basculé, tourneboulé, dans un monde pas forcément en relation avec ses rêves. Et puis, là, c'est une photo avec Kiss aussi. Voilà, là, on vous voit avec Kissaring, absolument. C'est trop joli. Et
Et chez Jean-Michel, moi j'ai tout de suite acquis des œuvres de Jean-Michel, j'ai trouvé un écho. J'ai commencé à collectionner dans les années 70. Je vous arrête tout de suite parce que c'est justement ce qu'on va regarder, Très votre bien. relation avec l'art et les hommes de l'art, puisque c'est aussi une famille recomposée. On va voir Très ça. bien. Ce que j'ai aimé beaucoup de Jean-Charles aussi pendant des années, c'était son travail avec les artistes. Chaque saison, de faire travailler des artistes sur ses robes, de faire peindre ses robes. C'était vraiment un découvreur de talent à l'époque, très jeune. C'était vraiment la beauté ajoutée, la grande beauté, la vraie beauté. N'importe quelle femme était belle. Ça, c'est une grande vision, dire une femme, c'est une porteuse d'art, de beauté, en plus, une valeur ajoutée, en plus de l'art. Jean-Charles Blay et Keith Haring ont été parmi les artistes qui ont peint ses robes ou ses cartons d'invitation. Ora Ito, un des designers dont on parle, avait connu Keith Haring, qui était devenu proche du créateur. Lorsque je vois Jean-Charles, ça me fait toujours penser un peu à Keith Haring. Parce que j'ai cette vision de Jean-Charles en train de travailler avec lui, en train de peindre avec ses enfants sur ses jarres. Jean-Charles de Castelbajac peint sur les tissus. On dort dans des draps poèmes, on s'enveloppe dans des mots. La lecture du vêtement est toujours nouvelle. Alors, quand on est vraiment créatif, on n'a pas de sécurité. Et il n'a pas peur à marcher sur le terrain de l'insécurité, de ce qu'on n'a pas encore fait, de ce qu'on... il n'a pas peur du risque de la créativité. Lui-même, c'est un talent. On va bouffer ensemble et on parle des choses les plus stupides, mais il y a toujours quelque chose qui appartient pas à la banalité. Pas banal de faire une fresque sur le mur du ministère de la Jeunesse et des Sports avec le designer Ora Ito pour la candidature de Paris aux Jeux Olympiques 2012. Lui avait fait une très belle définition sur les Jeux Olympiques. Et j'avais fait quelque chose d'un peu plus interactif. Au départ, il fallait juste qu'il colorie. Jean-Charles est arrivé, il s'est mis à dessiner un petit motif, un petit ange, je crois. Et puis tout le monde s'est mis à dessiner derrière. Il a dessiné un ange parce qu'il en dessine partout dans Paris. Vous n'avez jamais vu? Il dessine ça à la craie partout. Il y en avait sous les guichets du Louvre, sous les ponts, sur le mur de l'église Saint-Sulpice. Et pourquoi ne pas essayer une autre écriture? En réalisant un film à la demande du Japon pour le 30e anniversaire de la chatte Hello Kitty. Une visite de Paris dans les quartiers les plus chics, tout pour séduire les Japonais. Il a eu immédiatement l'envie de faire un film, alors qu'il n'avait jamais fait de film de sa vie. Il avait cette excitation de jouer avec la caméra, de raconter des choses avec un nouveau média. Et dans le rôle principal, Maréva Galanter, la compagne de Jean-Charles de Castelbajac. Dans ces moments-là, ils sont très très drôles, très très drôles, très adolescents et très drôles. On s'amuse beaucoup, beaucoup. Ils ont une capacité de rire avec les autres et rire d'eux-mêmes qui est assez rare. Il a peur de rien, quoi. C'est-à-dire, les projets les plus fous sont pour lui. Il les fera ou pas, mais les projets, il les a, quoi. Ouais, Laurent, ce serait génial on pourrait faire ça, mais tu te rends compte, mais si. Bah, attends, Jean-Charles, c'est quand même... Pourtant, moi, j'y vais, hein, je peux avoir des idées un peu barjots, mais si, mais ce serait génial. Il parle vraiment comme ça, on a l'impression qu'on est sur une cour de récré. J'adore ça. Moi, je trouve que c'est formidable, quoi. Ça veut dire qu'on est vivant, quoi. Keep fighting. Keep fighting, ça veut dire qu'on est vivant. Vous êtes vivant. Ça, c'est la plus jolie définition. C'est un beau message. Hein. Et il dit aussi de vous, avec vous, on est dans une cour de récré. Alors cette cour de récré, vous y avez fait venir des tas d'artistes. Ah, tout à fait. Oui. C'est pour ça qu'Oliviero Toscani disait des femmes porteuses d'art qui étaient sur vos défilés. Vous leur avez demandé quoi? D'intervenir sur vos robes? C'était toujours un endroit de convergence, les défilés. Donc, je voulais un artiste pour illustrer. Et puis après, je suis venu à me dire, en fait, je me suis mis un peu en retrait. J'ai repris ce modèle emblématique qui est la chemise de pénitence de Saint-Louis, qui est le plus vieux t-shirt du monde, qui est à Notre-Dame. Je l'ai plus ou moins adapté et je l'ai envoyé à chaque peintre. Donc, j'ai eu... Donc c'était une toile. Voilà, c'est une toile brute, dans tous les sens du terme. Primitive. Et là-dessus, il pouvait peindre ce qu'il voulait. Miguel Barcello est intervenu, Ben est intervenu, Combas, Di Rosa, et j'ai rencontré vraiment... il y a des amitiés qui se nouent avec ces artistes-là. On voyait Keith Haring peindre des jarres chez vous. Bien sûr. Keith,
Alors, Kiss, il voulait un manteau nounours pour Madonna. Donc, il me dit, oh, écoute, donne-moi ce manteau nounours. Puis, il est arrivé à la maison un jour avec ses pots de peinture. Et devant mes fils, il a peint 2 jarres sublimes que j'ai toujours. Et Kiss, c'était quelqu'un d'une générosité implacable. Alors, malheureusement, en 2003, vous avez dû vendre beaucoup de choses. Qu'est-ce qui se passe en 2003 Il se passe que je dois sacrifier une partie de ma collection au nom de mon entreprise. J'avais l'idée de pouvoir rester indépendant toute ma vie, sans avoir de partenaire. Et puis, les fins de mois, c'était les fins de mois. Les fins de mois, ça fait que vous devez passer... c'est pas un moment agréable comme celui que je suis en train de passer avec vous, mais je suis face à mon comptable et j'appelle les banques. Et puis, à un moment où les banques, on arrive dans une période de récession, ils disent Castelbajac, écoutez, vous n'êtes pas assez commercial, vous ne vendez pas, vous ne distribuez pas, vous êtes un artiste, alors vous avez un capital de 8000 pièces d'archives, vous devez sacrifier pour simplement... Donc c'est les œuvres d'art que vous vendez. Des œuvres d'art que vous vendez, parce que vous avez 40 personnes qui attendent un salaire. C'est plus qu'un déchirement, c'est la fin d'un monde. C'est la fin d'un monde. C'est la fin d'un monde dans le sens où ma relation à l'art, ce n'était pas une relation de speculateur. Et c'était essentiellement une collection de souvenirs, une collection d'émotions. Vous dites vous-même que ce sont des œuvres d'âme. C'est des œuvres d'âme, pas des œuvres d'art. Et soudain, de les voir, malgré la gentillesse des équipes de Christie's, et la gentillesse et la compassion et la pudeur qu'ont eu mes amis à ne pas acheter certaines pièces et tout, soudain, cette valeur affective est estimée financièrement. Et quoi de plus contemporain que cet exemple? C'est-à-dire que soudain, du jour au lendemain, vous voulez sauver vos emplois, vous voulez sauver votre entreprise, et en fait, vous ne faites que repousser pour mieux sauter. Et ça vous a permis de sauver les emplois? Ça m'a permis de sauver des emplois, bien sûr. Ça m'a permis de trouver un partenaire financier, et ça m'a permis de rebondir. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Je suis accompagné d'un groupe anglais qui s'appelle Marchpol, qui est un groupe qui est en train de mettre en phase mon imaginaire dans une distribution qui fait que ça peut générer des fonds qui vont me permettre peut-être de mécéner, de faire d'autres projets. Voilà. Des partenaires anglais qui vous permettent de respirer financièrement, bien sûr, de vous ouvrir la tête. Bien sûr. Est-ce que vous allez faire appel à d'autres collaborations artistiques comme celles que vous aviez générées dans toutes ces années dont on vient de parler? C'est ce que je fais un peu aujourd'hui au travers de travaux de mise en scène un peu spectaculaires. Vous m'avez expliqué que vous mettiez des mots dans cet espace du 4e étage des Galeries Lafayette. Voilà, je travaille sur le 4e étage et sur le Noël prochain. Et j'envahis le lieu de sens, en fait. C'est-à-dire que je crois que le luxe, aujourd'hui, Virginie, ce n'est pas les logos, ce n'est pas l'opulence, c'est le sens et l'humour, comme chez les Anglais. Donc j'ai envahi ce 4e étage de compliments. Alors dans les cabines, lorsqu'une femme rentre, elle tire le rideau, il y a écrit « Tu es superbe ». Dans l'autre cabine, il y a écrit « Ta chute de rein me tourne boule ». Sur les tabourets, il y a écrit « Pose tes jolies fesses sur moi ». Redonnons-nous du sens. Surtout celui-là. Alors, je suis un peu... c'est vrai que je peux paraître un peu comme un agitateur, mais bizarrement, je suis retourné non pas sur les traces de mes crimes, mais sur les traces de mon chemin et mon parcours de jeunesse. Mais je vivais à l'hôtel Meurice. J'avais cette chance, dans une suite abandonnée que l'hôtel avait la gentillesse de me prêter. Et à l'étage en dessous, il y avait Salvador Dali. Et un jour, la porte s'est entrouverte sur son univers, et j'ai vu 5 Harley-Davidson suspendus en lustre. Je me suis dit, il y a vraiment quelqu'un là alors, on parle de sens. De sympathique. On parle de sens, et vous me disiez qu'aujourd'hui, il y a trois gestes qui vous font du bien. Oui. C'est dessiner, pour le gaucher contrarié que vous étiez, dessiner. Dessiner, écrire. Dessiner. Écrire, oui. Et écrire des chansons. Écrire des chansons, et je conclurai et révéler, quoi. Et donner... Je me sens tout à fait capable aujourd'hui, vous savez, on va penser en France que les propos vont être que je suis très présomptueux. J'adorerais travailler sur le destin d'un pays africain, dans l'image, révéler l'artisanat. J'adorerais annoncer la résurgence de l'artisanat en France, et en faire un artisanat sexy. J'adorerais devenir le metteur en scène
d'une époque moderne, résolument moderne, comme le disait Rimbaud. C'est une appel d'offres, là. Oui, oui, c'est une sorte d'appel d'offres. Comme dit Laurent Voulzy, avec vous, on est dans une cour de récré, Jean-Charles de Castelbajac. On était dans votre cour de récré pendant 52 minutes et c'était très très bien. Merci. Je vous remercie beaucoup. Je n'ai pas dessiné la marelle. Ah mais c'est vrai, je crois qu'il nous reste un morceau de craie qui doit être là. Si. Faites donc ce que vous avez fait pendant des années sur tous les murs de Paris. Je crois qu'il est là, votre petit bout de craie. Ça trace pas assez, peut-être. Si, allez-y. Ça fait 15 ans que je le dessine. Il est né comment? Il est né tout à fait par intuition. Je ne saurais le dire. Voilà, et je ne le signe pas, je le signe comme les analphabètes d'une petite croix. Bon, mais en tout cas, pendant 52 minutes, on a su qui vous étiez, donc on saura de qui vient celui-là. Merci beaucoup, Jean-Charles de Castelbajac. À très bientôt.